Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Martin Trebout, directeur marketing des cuisines Morel, qui présente la première cuisine biosourcée 100% française. Défi à relever, se débarrasser des cols à base d'hydrocarbures. Dans le débat de notre émission, on verra si l'intelligence artificielle peut se mettre au service de la protection de l'environnement. On va découvrir notamment le projet Terranéon, qui est développé à l'université de la Sorbonne et qui permet aux décideurs publics et privés de tester l'impact de leurs décisions. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai l'API et ses urinoirs conçus pour les femmes pour mettre fin à leur manque d'accès aux toilettes publiques. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. L'invité de Smart Impact, c'est Martin Trebout. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur marketing des cuisines Morel, entreprise créée en 1932. C'est combien de sites de production aujourd'hui ? Alors, pour Cuisine Morel, on a 2 sites de production, en Bretagne et en Haute-Savoie. Et dans le groupe STF, duquel fait partie Cuisine Morel, on a un 3e site de production en Gironde, pas loin de Bordeaux. Ouais, et vous proposez, à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, vous présentez votre nouvelle cuisine biosourcée. Elle s'appelle Fleur. De quoi est-elle faite ? Effectivement, donc la cuisine Fleur, c'est la première cuisine biosourcée 100% française. À l'intérieur des panneaux qui composent cette cuisine, puisque les cuisines sont fabriquées à partir de panneaux de bois composite, la colle qui lie les particules de bois est une colle végétale. C'est la première fois qu'une telle innovation arrive sur le marché français, mais aussi sur le marché européen. Et les bénéfices, ce sont des bénéfices forts pour la qualité de l'air intérieur, mais aussi pour la planète. Parce que les colles qui sont traditionnellement utilisées, elles sont pétrosourcées tout simplement, pour des cuisines, mais pas seulement d'ailleurs, j'imagine. Exactement. En fait, on parle de colle urée-formaldéhyde, donc qui utilise des formaldéhydes qui sont un dérivé d'un gaz, qui est un composé volatile, organique volatile assez nocif pour la santé à forte dose, ce qui pose problème, et qui est également responsable de la majorité de l'impact carbone des panneaux de cuisine. Oui, alors c'était la question que j'allais vous poser. Quand vous prenez une cuisine, son impact carbone, c'est quoi ? Moi, j'aurais tendance à dire c'est la quantité de bois qu'on utilise. Vous avez dû l'évaluer, ça, j'imagine. En fait, tout part d'ici, tout part du bilan carbone. Oui. En 2022, on fait notre premier bilan carbone avec Cuisine Morel, grâce à un accompagnement de BPI France. On n'était pas obligé de le faire, mais on avait l'intuition que c'était quelque chose d'important. On a détecté, quand je suis arrivé dans l'entreprise 1 an et demi après, je me repose sur ce bilan, je me rends compte que près de 40% des émissions de l'entreprise sont liées à la fourniture en panneaux. Panneaux de bois, donc. C'est la première source, avant le transport et avant d'autres postes d'émission. Et en fait, en creusant, je me rends compte que ce qui cause la majorité des impacts à l'intérieur de ces panneaux, c'est la colle. C'est la colle. Alors que c'est une petite partie, c'est peut-être moins de 10% de la matière, c'est entre 60 et 70% de l'impact carbone du panneau, qui est lui-même le composant principal de la cuisine. C'est très intéressant ce que vous dites, de démarrer d'un bilan carbone pour savoir quel levier activer, c'est vraiment très important. Effectivement, on a voulu agir dans une vraie démarche d'éco-conception et de prioriser nos actions. Et en fait, aujourd'hui, si on veut décarboner notre industrie, on s'est rendu compte en fait que c'était ici qu'il fallait agir en priorité. Alors bon, ok, donc là vous identifiez le levier à activer, sauf qu'il faut trouver une alternative. Est-ce que ça existait déjà ? Est-ce que c'est vous qui l'avez développé ? Comment vous avez fait ? En fait, nous, fabricants de cuisine, on fait appel à des fabricants de panneaux pour construire nos cuisines. Jusqu'à présent, il n'existait aucune alternative. Je découvre tout ce sujet, je commence des recherches et je trouve une entreprise française qui s'appelle Evertree, qui a développé une colle végétale fabriquée à base de graines de colza et de tournesol, eux-mêmes cultivés en France. Je prends contact avec eux. On comprend qu'il y a des expérimentations en cours pour créer des panneaux qui pourraient être utilisés dans la cuisine. On lance la démarche. Moins d'1 an après, la cuisine Fleur était sur le marché et les tests de durabilité pour la qualité du produit, qui est très important pour nous, ont été réalisés dans notre usine bretonne par un institut de certification qui s'appelle le FCBA.
Oui. Et donc, c'est assez rapide finalement, un an. Donc, c'est pas vous qui inventez la colle, elle existe, mais elle n'était pas encore industrialisée. C'est à peu près ce que je comprends. C'est-à-dire, vous offrez à cette entreprise un débouché industriel réel. On a construit un partenariat avec Evertree pour appliquer cette technologie à la cuisine. Et on est heureux donc d'avoir construit et créé, mis sur le marché, la première cuisine biosourcée en France. Est-ce que ces colles, elles sont... Alors, j'imagine que oui, mais vous avez testé, mais il y a la question effectivement de l'impact carbone et puis de l'efficacité. Enfin, il faut que vos cuisines, elles offrent le même service à vos clients, quoi. Effectivement. Chez Cuisine Morel, la qualité, c'est fondamental. Donc, c'est pour ça qu'on a réalisé des tests dans l'usine avec ce fameux institut de certification. Et on s'est rendu compte que la qualité du produit était même supérieure. Puisque les panneaux ont une très forte densité et donc une plus grande durabilité. Donc tous les feux étaient au vert. C'est pour ça qu'on a été prêt à lancer aussi rapidement. Alors vous parliez aussi de l'impact sanitaire de ces cols pétro-sourcés. Alors à haute dose, j'imagine, mais quand même, c'est un autre aspect de votre démarche. On parle de composés organiques volatiles, c'est ça ? Il faut savoir qu'en France, les statistiques, je crois que c'est l'Observatoire de la santé, disent que l'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est notamment dû à certains éléments des composés organiques volatiles que l'on trouve dans certains meubles et qui prennent leur source dans cette fameuse colle pétrochimique. Ouais. C'est d'ailleurs, on va voir ce chiffre, une préoccupation importante des Français. 77% des Français se disent préoccupés par la qualité de l'air intérieur aujourd'hui. C'est ça. Et donc, au niveau européen, il y a des normes qui régulent le marché de la cuisine. Les fabricants de panneaux se sont tous mis aux normes européennes actuelles. Mais nous, face à l'ampleur de l'enjeu, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin et imposer un nouveau standard. C'est pour ça qu'on a voulu sortir cette cuisine biosourcée dont les émissions de formaldéhyde sont divisées par 10. Il ne reste plus que les émissions naturelles du bois, puisque le bois émet à l'échelle naturelle des quantités négligeables de formaldéhyde. Ouais. Est-ce que vous êtes copié ou concurrencé vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que le secteur, parce qu'il y a des très grandes marques, on peut citer Ikea, Mobalpa, Leroy Merlin, qui nous vendent des cuisines éco-responsables, qui parlent aussi de matériaux biosourcés, etc., etc. Comment vous vous situez dans cet environnement-là ? Alors, d'abord, moi, je ne veux pas jeter la pierre sur nos confrères, parce que tout simplement, jusqu'à présent, il n'existait pas d'alternative. Je sais que de grandes entreprises, comme celle que vous avez citée, travaillent sur le sujet pour sortir un produit similaire. Aujourd'hui, on est les seuls, mais je serais heureux quand tout le monde en proposera, puisque ça voudra dire qu'on aura réussi notre mission. Et je pense que demain, la cuisine biosourcée représentera une grande partie du marché de la cuisine. Alors, j'espère, je suis dans le même état d'esprit que vous, sauf que ce n'est pas le premier argument. Quand je vais acheter une cuisine, c'est peut-être pas ce que je recherche prioritairement. Bien sûr, mais en fait, lorsque aujourd'hui les préoccupations sur l'empreinte carbone des entreprises s'accélèrent, la prise de conscience sur la santé prend de plus en plus de place, et si on peut avoir une cuisine qui, pour un tarif accessible, permet de construire des intérieurs design qui préservent la planète et ma santé, on pense que cette solution-là a de l'avenir. Ouais, c'est un argument marketing, quoi. Effectivement. Tout simplement, on peut mettre ça en avant. Vous êtes en chemin, il nous reste 2 minutes dans cette interview, vers le statut d'entreprise à mission. Oui. Vous en êtes où du processus ? Alors là, ça fait 1 an qu'on a lancé ce chantier. On a voulu que ce soit un chantier collaboratif. On a impliqué des collègues de nos 3 sites de production représentant tous les métiers de l'entreprise. On a défini notre mission et nos objectifs statutaires qui ont été challengés par la communauté des entreprises à mission. Et en fait, on va devenir officiellement entreprise à mission au mois de novembre 2024. Donc c'est dans quelques semaines. Donc inscrire votre raison d'être dans les statuts de l'entreprise. Pourquoi ce choix ? Parce que ça pérennise un engagement, ça donne un cap stratégique à l'entreprise pour nos collaborateurs, pour nos partenaires et pour également nos clients, revendeurs et particuliers finaux. Ça montre que, en fait, on ne prend pas ce sujet-là à la légère, celui de la contribution sociétale et environnementale, mais
qu'on veut vraiment l'intégrer dans notre ADN. On sait qu'on part sur certains sujets, parfois de zéro, parfois de loin, mais au moins on donne un cap et on va se donner les moyens de l'atteindre sur les années à venir. Merci beaucoup Martin Trebout et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. Comment l'intelligence artificielle peut-elle se mettre au service de la protection de l'environnement ? L'intelligence artificielle au service de la protection de l'environnement. Voilà le thème de notre débat. Je vous présente tout de suite mes invités. Jean-Daniel Cante, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du projet Terraneon. Jacques Sainte-Marie, bonjour. Et bienvenue à vous aussi, directeur du programme environnement et numérique à l'INRIA, Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Jean-Daniel Cante, je commence avec vous. Vous êtes enseignant-chercheur en intelligence artificielle et sciences cognitives à Sorbonne Université et responsable de ce projet Terraneon. De quoi s'agit-il ? Écoutez, c'est un projet qui vise à essayer d'évaluer l'impact des activités humaines sur le climat et la biodiversité, bien sûr, pour essayer de les réduire. Donc ça va être c'est un outil d'aide à la décision qui est fondé sur une nouvelle forme d'intelligence artificielle assez récente qui s'appelle la simulation multi-agent. Alors en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est des agents logiciels qui peuvent représenter des individus, des entreprises, des institutions, et qu'on va mettre en interaction pour essayer de créer un monde virtuel, une économie ou une société virtuelle qui va être à l'échelle de la société réelle. Donc actuellement, on a des modèles à l'échelle de la France. Et ensuite, dans ce monde virtuel, vous allez pouvoir tester des politiques, des stratégies, des décisions et regarder l'impact, un impact que je dirais systémique. Alors ça, justement, mesurer l'impact systémique d'une décision, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que notre idée, c'est qu'on ne va pas se contenter uniquement de regarder l'aspect uniquement écologique ou économique. Il faut regarder toutes les dimensions. Donc on va essayer d'identifier des solutions qui sont bien sûr viables pour l'environnement, pour le climat et, il ne faut pas l'oublier, la biodiversité, mais aussi pour l'économique, parce qu'il faut pouvoir les financer, ces mesures, et aussi pour la société, parce que dans une démocratie, elles doivent être acceptées. Et donc c'est pour ça qu'on va regarder toutes ces dimensions en même temps, et on a développé dans mon équipe de recherche un certain nombre de modèles qu'on utilise pour essayer de parvenir à ce genre de simulateur. Oui, on va donner des exemples évidemment pendant ce débat. Jacques Sainte-Marie, question très générale pour commencer sur comment l'intelligence artificielle peut finalement permettre d'anticiper ou d'améliorer la prédiction de phénomènes climatiques extrêmes. On voit qu'on en a de plus en plus souvent. Ils sont en train presque de devenir la norme d'ailleurs. Effectivement. Alors la question IA et environnement, ça reste un sujet de controverse. Il y a des impacts environnementaux de l'IA, je ne les néglige pas, ils sont très importants. On en dira deux mots sans doute tout à l'heure. Mais l'IA peut être aussi un outil important pour les prédictions de changement climatique. Je vais poser cette question un peu provocante quelquefois. Qu'est-ce qu'un rapport du GIEC sans numérique ? Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de mesures, c'est-à-dire qu'on n'a pas de modèles, ça veut dire qu'on a peu de prédictions, on a peu d'anticipation. Et justement, la disponibilité des données, aujourd'hui, on a des satellites, on a des capteurs dans plein d'endroits qui nous donnent beaucoup de données et qui permettent d'améliorer les modèles existants. Ces modèles étaient souvent basés, c'était mon travail de début de carrière, quand j'étais jeune chercheur, sur des équations physiques, mécaniques, biologiques. Et avec les données disponibles, on peut améliorer ces prévisions-là et avoir des choses qui sont beaucoup plus précises. De deux façons. Quand on dit il y aura plus 3 degrés, plus 4 degrés à la fin du siècle sur la Terre, oui, mais quel est l'impact local ? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'agriculteur qui cultive des fruits et légumes en Occitanie ? Qu'est-ce que ça veut dire pour le tourisme à tel endroit ? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'aménagement ou pour le retrait du trait de côte dans les zones portuaires ? On a besoin d'avoir des choses beaucoup plus précises à une échelle très locale. Et dans ce contexte-là, l'IA, la science des données, couplée à d'autres formes de modélisation, fournit des outils très précis et qui améliorent très sensiblement l'existant. Et bien entendu, c'est déjà le cas aujourd'hui. On ne parle pas d'une IA fantasmée dans le futur. Non, c'est déjà le cas. Il y a déjà une hybridation importante entre ces modélisations que je qualifie de classiques et qui ont encore beaucoup de choses à nous apprendre et ces techniques qui sont nouvelles. L'hybridation, quel sera le point d'atterrissage ? Très proche des données et de leur puissance ou des modèles et de leur capacité de prendre en compte certains phénomènes et certaines lois physiques ? La réponse, elle n'est pas claire. Mais prenons l'exemple de la prévision de la météo à court terme, des impacts climatiques et des événements extrêmes. Oui, effectivement, l'IA a quelque chose d'important.
va parler de la production d'énergie, les panneaux solaires, les éoliennes, ont besoin de connaître finement le temps pour pouvoir, et je pense que mon collègue... Ah bah justement, vous m'offrez est intéressé par ces questions-là. Et ça offre la transition à Jean-Daniel Leconte, parce que, par exemple, la gestion des énergies renouvelables, en quoi Terraneon, cette intelligence artificielle sur laquelle vous travaillez, peut permettre, parce que la difficulté, c'est effectivement la prévision, l'intégration au réseau, au mix énergétique, le fait que, évidemment, ces énergies, elles dépendent de la météo, du soleil, du vent, etc. etc. Comment votre outil permet d'être plus efficace en la matière ? Eh ben justement, cet outil il va permettre d'évaluer, alors c'est le démonstrateur qu'on a actuellement, d'évaluer un mix. Donc imaginez que vous êtes au gouvernement et que vous vous posez la question comment vous allez décider de la façon de produire l'électricité en France. Évidemment, c'est une question majeure, on connaît les impacts de l'énergie. Donc en fait, on a modélisé un peu plus en détail la production d'électricité avec les différentes sources, donc le nucléaire, le solaire, le voltaïque, etc. Et ce qu'on demande, on part du mix actuel existant, et on demande au simulateur de réaliser un mix qu'on pense meilleur. Donc on va tester un nouveau mix. Par exemple, on va mettre que des énergies renouvelables. Et ensuite, le simulateur qui est complètement calé sur l'économie réelle et la consommation réelle va essayer de planifier une transition entre le mix actuel et le nouveau mix. Et il va nous expliquer aussi pourquoi il y arrive ou pourquoi il n'y arrive pas. Parce que ce qui est intéressant dans la simulation multi-agent, contrairement à l'IA à base de données actuelle, c'est qu'elle est complètement explicable. Donc on peut vraiment comprendre la raison pour laquelle, par exemple, un mix est meilleur qu'un autre. Et donc cet outil permet non seulement d'évaluer le mix, mais de nous dire pour chaque mois le nombre de centrales qu'il faut lancer en construction, de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes, les emplois dans tel ou tel secteur qui doivent être créés, les investissements financiers qui doivent être utilisés pour pouvoir réaliser au mieux le mix qu'on a mis en objectif. Donc ça fait un outil assez puissant pour essayer d'avoir la meilleure combinaison. Et on l'évalue sur pardon de vous interrompre, outil de décision pour, vous nous dites, un gouvernement, un État, mais aussi pour des opérateurs privés, pour un chef d'entreprise. Tout à fait. Je sais pas, peut-être avant d'installer une usine à tel ou tel endroit, ou de prendre justement des décisions sur comment elle va être construite, quel mix énergétique pour la faire tourner, etc. etc., etc. Et l'énergétique, le mix énergétique, c'est un exemple qu'on a traité en ce moment, mais on s'intéresse aussi au transport. En fait, on travaille dans tous les secteurs. Quand une entreprise cherche à décarboner son activité, on peut tester des solutions grâce au système. Quand il y a aussi des réglementations, on voit au niveau européen, et c'est une bonne chose, beaucoup de réglementations proactives qui sont produites pour l'environnement, on peut tester l'impact sur un secteur d'activité ou sur même une entreprise et ses concurrents, l'impact de ces réglementations. Jacques Sainte-Marie, est-ce qu'il faut créer des IA qui sont spécifiques, c'est-à-dire spécialisées sur l'agriculture, les énergies renouvelables, etc., etc. Exactement. Alors je pense que ça... Vous avez raison de soulever ce point-là, c'est vraiment capital, et je pense que ça a deux intérêts, d'un point de vue économique, mais même de souveraineté, et d'un point de vue environnemental. La tendance qu'on voit actuellement, et les outils, alors je vais citer un mot que tout le monde utilise quand on parle d'IA, ChatGPT par exemple, ce sont des outils généralistes, on peut leur poser plein de questions. Un poème de Baudelaire, une recette de cuisine, l'histoire de Victor Hugo, quel temps il va le faire demain. Voilà. Bien sûr, c'est très bien, ça a un côté généraliste, mais... on va aller sans doute vers des choses plus dédiées, plus spécifiques, et ça a vraiment un double intérêt. Le premier, ce sera des choses plus petites, moins gourmandes en énergie, tant le matériel informatique qu'il faut construire, les cartes graphiques, les GPU, que l'énergie consommée, bien entendu, et des fonctionnements plus souples, plus sobres, une innovation beaucoup plus facile en termes économiques, parce que bien entendu, si vous ne disposez que d'outils gigantesques qui ne tournent que sur les plateformes de quelques grands acteurs, vous avez tendance à verrouiller beaucoup le système, alors que dans des choses beaucoup plus spécifiques, dédiées, je vais donner un exemple parce qu'on me l'a cité plein de fois, j'aime bien le citer, en agriculture, la filière Tournesol a créé son propre LLM, Large Language Model, pour faire du conseil aux agriculteurs. Et je pense que c'est quelque chose qui a vocation à se développer. Avec aussi la souveraineté dont vous parlez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France ou même l'Europe, on est plutôt en retard sur... Enfin bon, il y a des grandes entreprises françaises sur l'intelligence artificielle qui ne sont pas totalement à la rue, mais quand même, quoi. Si on prend l'exemple des GAFAM, on a plutôt toujours eu un train de retard. Donc ça peut être un moyen de récupérer, de monter à bord de ce train ? Exactement. Alors je prône aucunement le solutionnisme technologique. Je suis là pour défendre les questions aussi, la priorité des questions environnementales. Mais l'IA est une donnée dans plein de domaines. Vous l'avez cité, on pourrait en citer plein. C'est une donnée, c'est quelque chose qui est là, qui est
complètement transformant. Il ne faut pas en avoir peur, il faut s'adapter. Mais effectivement, les questions de souveraineté sont des choses qui sont importantes. Et vous voyez, avec des données qu'on connaît, qu'on maîtrise, et des outils qui sont effectivement complètement souverains, c'est quelque chose de capital. Une IA, si elle est générale et très très grosse, c'est comme vous l'avez dit, c'est pas explicable. On a du mal des fois à diagnostiquer son comportement et diagnostiquer ses biais. Ils peuvent être très importants et dans bien des domaines, c'est vraiment quelque chose de stratégique que d'avoir des outils dont on maîtrise le comportement et qui sont compatibles avec nos lois et nos sociétés. Jean-Daniel Kant, Terraneon, pour l'instant, c'est un projet de recherche. Ça peut devenir une entreprise. Vous êtes dans quelle démarche ? On est justement dans la démarche de transformer, parce qu'on considère que la simulation multi-agent, c'est très disruptif, mais c'est arrivé à maturité technologique pour être maintenant diffusé. Et donc, effectivement, on est engagé dans un processus de création de start-up autour du projet. Donc, on espère créer la start-up d'ici un an et demi. Voilà, donc on est soutenu par une SAT Lutech, on est soutenu par le CNRS Innovation, par exemple, pour justement essayer parce qu'évidemment il y a beaucoup de travail, c'est vraiment un nouveau domaine de l'IA qu'il faut maintenant développer. Et donc voilà, Mais ça veut dire que pour grandir encore, c'est aussi une question de financement, de besoin de financement, par exemple. Oui, effectivement, s'il y a des investisseurs qui nous écoutent, nous sommes tout à fait intéressés. Oui, c'est ça, parce que voilà, il faut. On est, si vous voulez, l'IA actuelle des données, elle date de 1945 au niveau théorique. L'IA, la simulation multi-agent, ça date des années 90-2000. Donc vous voyez, on a 60 ans d'écart. Alors, on va essayer de les rattraper, ces 60 ans. Mais néanmoins, effectivement, ça nécessite un peu d'investissement. Mais néanmoins, déjà, on a une base, puisqu'en fait, ce que Terraneon, c'est aussi une plateforme d'intégration de modèles. Donc notre idée, c'est qu'on peut collaborer avec des gens qui développent des briques, des entreprises, des organismes de recherche, pour essayer d'avoir un modèle de plus en plus complet, comme un miroir, encore une fois, de l'économie et de la société, dans lequel on peut tester des idées. Et alors, je voudrais évidemment, il nous reste 1 minute 30, qu'on parle aussi, Jacques Sainte-Marie, de l'impact de l'IA, parce que ça produit quand même pas mal de CO2. Expliquez-nous. Enfin, il faut l'entraîner, il faut digérer des milliards de données, donc faire tourner des serveurs. C'est ça l'impact de l'intelligence artificielle. Voilà, alors l'impact du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est effectivement quelque chose qui est en forte croissance. Alors on cite souvent 2,5% de l'empreinte carbone, par exemple en France, 10-15% de l'électricité consommée, mais c'est quelque chose qui est en très forte croissance, en très très forte croissance, effectivement. Et donc il y a des impacts sur les terres rares, bien entendu, qui sont extraites dans des conditions un petit peu particulières, le faible taux de recyclage et la consommation électrique. Et donc nous, côté INRIA, beaucoup des équipes de recherche qu'on a, en partenariat avec des universités, d'autres acteurs, d'autres organismes de recherche et des entreprises, on travaille aussi à réduire cet impact environnemental. Par exemple, on travaille sur ce qu'on appelle des techniques d'IA frugales. Frugales, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, à nouveau, on va regarder juste les données signifiantes. On va travailler avec une précision adaptée et on va avoir des algorithmes qui vont être très efficients pour obtenir la réponse, tant dans la forme d'apprentissage que dans la partie d'interrogation après du modèle. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant. À bientôt sur merci à vous. Bismart for Change. On passe à notre rubrique Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups à impact positif. Je vous présente mon invité Gina Perrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de l'API, créée en 2018, le produit lancé en 2019. C'est quoi l'API ? Expliquez-moi. Alors, l'API, c'est un urinoir féminin, donc pour les événements en plein air, type festival, marathon, etc. Quand est venu le déclic ? Pourquoi vous avez dit il faut créer ça ? Alors en fait, au départ, je suis architecte et je travaillais pour un festival qui est très très gros au Danemark, qui s'appelle Roskilde Festival. Et là, sur le terrain, j'en pouvais plus parce que j'étais dans les On l'a tous vécu, on a tous vu nos copines ou nos femmes poireauter pendant des heures pour aller aux toilettes, quoi. Exactement, j'étais tout le temps dans des files d'attente, mais hyper longues pour des toilettes souvent très sales. Et en fait, le plan B auquel on était plein à recourir, c'est de juste trouver un endroit et faire pipi. Et en fait, c'est dégradant, c'est horrible. Du coup, le festival n'est pas du tout hygiénique non plus dans ces cas-là. Il y a des gens qui prennent des photos. Il y a du harcèlement qui découle de ça. Et en fait, c'est juste une situation qui est inacceptable. Et moi, j'arrivais pas à comprendre pourquoi
où il n'y avait pas déjà une solution en fait. Vous avez cherché, vous avez dit est-ce que quelque chose existe? Complètement. Et en fait, je me suis dit, nous, ce qu'il faut, faut pas un truc qui soit bricolé, etc. Parce qu'en fait, chaque année, ce festival, il y avait un prototype quelque part, un peu genre 4 palettes, des rideaux de douche, enfin voilà, toujours quelque chose de bricolé, alors qu'il y a un besoin qui est évident. Et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas une vraie solution industrialisée comme les urinoirs pour hommes qui étaient déployés par centaines dans les festivals. Et du coup, on s'est vraiment inspiré des produits qui existent déjà pour hommes, donc parce qu'on s'est dit il faut un produit industrialisé qui soit déjà du coup prêt à intégrer une industrie qui existe déjà, donc l'industrie des locations de WC et des événements. Mais alors, c'était quoi le cahier des charges? Parce que quand on fait alors, je vais vraiment débarquer avec mes questions de béotien, celui qui n'y connaît rien, mais la difficulté, c'est quoi? C'est la place? C'est réussir à réduire l'emprise au sol? C'est parce qu'un urinoir, ça prend moins de place qu'une toilette générale. Donc, c'était quoi le cahier des charges? Le cahier des charges, c'est vraiment de l'efficacité et un gain de temps. Donc, faire un produit où on sait qu'on va juste faire pipi rapidement. Donc, en fait, c'est ça. On a observé les urinoirs pour hommes, on s'est dit, mais pourquoi c'est si efficace? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est parce qu'on n'est pas dans une cabine fermée. On est dans un endroit où, en fait, les personnes qui attendent voient la personne qui est en train d'uriner. Du coup, on va se presser automatiquement. On va juste passer le temps nécessaire pour faire pipi rapidement et c'est tout. Et pour nous, c'était important parce que dans les cabines de festival, bon, je vais pas citer toutes les activités qu'il peut y avoir. Mais il fallait vraiment que ce soit un lieu qu'on utilise rapidement. Mais alors, quelles sont les caractéristiques de vos urinoirs? Alors, ils sont à 3 places, donc c'est 3 places, mais on ne se voit pas l'une l'autre pendant qu'on fait pipi. D'accord. C'est ouvert, en fait, il n'y a pas de porte ni de verrou, mais on est assez caché pour faire pipi, mais uniquement pipi. Et en fait, c'est vraiment un équilibre entre être assez intime pour faire pipi, mais pas trop intime pour d'autres activités. Et la clé de notre produit, en fait, c'est ce design qui permet d'avoir de l'intimité sans porte et sans verrou. Ça vous a pris combien de temps entre l'idée, enfin, entre le principe, dire c'est pas possible, c'est insupportable, il faut faire quelque chose, et le premier urinoir livré? Alors, en fait, le dessin est venu assez vite parce que on a regardé vraiment cette urinoir pour hommes. On s'est dit, OK, il faut juste un peu presque tirer des murs pour avoir de l'intimité pour nous. Et en fait, on l'a dessiné très rapidement. Très vite après, on était en contact avec un fabricant et la direction du gros festival dont j'ai parlé déjà. Et en fait, assez rapidement, on a lancé la production. On a lever des fonds, lancer la production, etc. Et on a pu du coup livrer en 2019 nos premiers produits. Et alors 5 ans plus tard, vous en êtes où? Et 5 ans plus tard, on est dans 19 pays. On était au Marathon pour tous des JO, aux 20 km le dimanche dernier. 20 km de Paris, oui. Ouais, on a plus de 60 clients donc, dans le monde. On est surtout en Europe. On est bien déployé en France, mais on est aussi en Australie. On est bien déployé en Australie. On est aussi en Colombie et en Mongolie. Est-ce que les festivals ou les événements sportifs qui ne le font pas sont en train de se ringardiser? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve complètement. En fait, à un moment donné, quand on voit un festival qui, du coup, inclut notre produit, qui est en plus voyant, rose, visible, il y a tout de suite une atmosphère plus inclusive qui se crée et on se sent plus accueilli dans un événement comme ça. Et du coup, si on va après, dans un autre événement, on va voir que des cabines avec des files d'attente hyper longues et des urinoirs pour hommes partout, en fait, on se sent pas forcément... on se sent pas bien accueilli. Et du coup, oui, je pense que complètement, on voit vite le contraste. Maintenant qu'on voit des événements avec nos lapis, si on voit des événements sans, ça fait tout de suite un peu étrange. Merci beaucoup, Gina Perrier. Bon vent à Lapi. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier rapidement Alexis Mathieu et Marie Billet en charge de la programmation et de la production, Théo Boscar et Saïd Mamou. Théo Boscar, le réalisateur, Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Salut.